On est dans un monde où il y a des micro-marchés du travail. Oui. Vous avez des besoins, vous sont différents, vous encore à part, moi, c'est pas les mêmes. On a tous un besoin spécifique. Le grand groupe, la PME, on recrute pas du tout de la même façon. C'est pour ça que, j'allais dire, il y a un peu de place pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire le même métier. Moi-même, j'ai des gens qui sont employables en atelier parce qu'ils arrivent à 7h30 le matin, ils finissent à midi, ils sont sur une machine toute la journée, ils sont contents. Mais le menuisier voisin, lui, il veut faire du chantier, il veut être tout seul, indépendant, prendre sa porte, soit la monter, même si c'est plus pénible pour lui. Lui, il a besoin de pouvoir s'arrêter à 11h30 pour aller boire son apéro, ou de rattaquer à 3h s'il est fatigué d'avoir fait une sieste dans le camion. Mais à la fin de la journée, elle est tombée. Hein, il a pu travailler plus vite que les autres. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Nous, en restauration, on a quelque chose qui est énorme au niveau de la tension nerveuse, c'est que nous, on travaille sur 2 heures, que ce soit le midi ou le soir. Donc, on n'a pas une tranche horaire où on peut se récupérer. Si on a raté ces 2 heures-là, c'est fini, quoi. Donc, c'est vrai que monsieur disait que son personnel peut travailler, même s'il n'est pas très performant un matin, il se récupère sur l'après-midi. Nous, c'est impossible. C'est pas que le travail soit plus pénible, je pense que dans le bâtiment, c'est pénible aussi, mais on a des horaires qui sont pas du tout adaptés à une vie sociale normale. Les personnes, lorsqu'elles se présentent chez vous, elles viennent en connaissance de cause. Elles viennent en sachant qu'elles postulent dans la restauration, qu'elles vont travailler le midi, qu'elles vont travailler le soir, qu'elles vont travailler les week-ends, qu'elles vont travailler les dimanches. Personne ne les force. Ce qu'ils ne comprennent pas, les jeunes, c'est quand ils arrivent, ils sont contents d'avoir l'emploi pour lequel on les prend, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de spécificité, on essaye de les former. Après, là où ça devient difficile, c'est qu'on leur demande d'être à 200%, 4 heures dans la journée, quand ils travaillent le midi et le soir. Et ça, honnêtement, ils vont l'être performants pendant une semaine, 15 jours, à la limite pendant leur période d'essai. Et puis après, ils commencent à lever le pied. Les tout premiers jours, quand on les prend, on leur dit un peu comment on voudrait que ça fonctionne. Ils prennent du temps pour le faire, ils prennent un peu le temps. Et puis après ils oublient. Alors après, on est obligé de revenir de temps en temps sur... Il faut piquer au rappel. Et là, c'est là où ça commence à aller mal. Ouais, après, oui, mais il y a les gens qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas. Et les jeunes ont beaucoup de difficultés à l'accepter. C'est pas facile de vendre, surtout quand vous êtes en face à face direct avec un interlocuteur. Hein. Il faut se faire violence. Et ça passe effectivement par des formations, ça passe par un savoir-être et des savoir-faire. Et puis, il faut de l'encadrement parce qu'on n'apprend pas à vendre si on n'a pas un maître. Lorsque vous recrutez la personne, vous lui passez bien un entretien? Non, c'est le bouche-oreille. On a besoin, on fait courir le bruit que l'on a besoin. En peinture, j'ai une dizaine de personnes. Ils vont de 22 à 55 ans. Et l'ancienneté moyenne doit être de l'ordre de 15 ans, quoi. Hein. Moi, je pense qu'il y a une différence entre les emplois que monsieur donne à des personnes qui sont faites pour durer. Nous, c'est vrai qu'en restauration, on a beaucoup plus de difficultés à garder du personnel longtemps. C'est pas un secteur qui est super porteur. On gagne pas de l'argent énormément. Les marges sont finalement assez petites. Ce qui fait que finalement, nous, on voudrait bien les payer plus. Il faudrait qu'eux aussi soient plus performants. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vendre des produits à table. Comme souvent, ils sont pas capables de vendre quoi que ce soit à table, eh bien, on est obligé de rester sur des tarifs qui sont bas finalement. Et ça, c'est sûr que c'est dommageable. Hein. Une difficulté de votre métier et du vôtre aussi, est-ce que c'est pas parce qu'on est en contact permanent avec une clientèle? Oui. À la différence par exemple des métiers du bâtiment où on est autonome, on est face... on n'est pas... En tout cas, on n'est pas en contact permanent avec des consommateurs. Vous travaillez sur un marché public ou chez un particulier. Le particulier, le petit défaut sur le mur que personne ne voit, mais que lui voit, il ne voit que ça. Et tant que vous n'avez pas soldé son problème, il ne voit que ça. Et dans les marchés publics, vous avez le maître de l'ouvrage, vous avez l'architecte, vous avez les utilisateurs, vous avez tout un tas de clients que vous devez satisfaire aussi. Donc la pression, elle est à tous les niveaux. Dans tous les métiers, de toute manière, je pense qu'on a une pression qui fait, si vous travaillez dans l'agroalimentaire, même si vous n'êtes pas face à un client, vous avez quand même la pression de faire bien votre travail. Je veux dire, ça c'est vrai. Et c'est vrai que
tout le monde n'est pas prêt non plus à subir cette pression. Ça, je suis d'accord. La résistance au stress, bon, la personne qui voit passer 300 clients devant son tapis roulant a peut-être développé une résistance au stress plus importante que le peintre ou le menuisier qui se fait remonter les bretelles alors que le pauvre garçon n'y est pour rien sur un chantier par un architecte un peu colérique ou qui s'est levé du mauvais pied ce matin-là, quoi. Menuisier ou couvreur ou je ne sais quoi, il y a une certaine valorisation du travail. Quand vous faites quelque chose de bien, le client va vous le dire. C'est vrai que nous, en restauration, c'est tellement rapide que bon, les personnes, elles se sentent pas toujours valorisées. Parfois, je leur dis, si vous vous êtes bien comporté, si ça s'est bien passé, en général, les gens vous laissent des pourboires. Mais honnêtement, il faut dire la vérité, dans la petite restauration rapide du midi, les gens ont des modes de paiement ils n'ont même pas d'argent sur eux. Et alors, la valorisation du métier, elle est où? Et ben, c'est quand les gens sont quand même contents. Les gens, quand ils partent et qu'ils leur disent... Moi, souvent, j'ai des clients qui partent, ils me disent « Oh, ton petit serveur, il est vraiment très bien. » Et je leur dis, après, tu sais, ils t'ont fait des compliments. Je trouve que c'est valorisant quand même. Parce que moi, c'est des jeunes, mais en même temps, ils apprennent quelque chose. Ils apprennent un métier, mais en même temps, ils apprennent aussi à se mouvoir dans la société. Et je trouve que c'est un plus. Alors, je ne sais pas si après, ils veulent en faire un métier. Mais en tout cas, normalement, le regard de l'autre peut être important pour eux. Parce qu'en général, moi j'ai souvent des jeunes qui viennent, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc ils viennent dans la restauration parce que c'est un métier où ils savent encore qu'on peut prendre sans aucune qualification. Donc ça peut leur permettre d'avoir envie d'accéder à quelque chose d'autre, en tout cas de se connaître un peu plus, quoi. Quand ils ont fait un beau chantier, je leur dis. Hein, puis quand il faut donner une prime, je donne la prime. Et ça contribue à de l'ambiance. Ça contribue à ce que les gens soient contents. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'aller chez le concurrent Toutes les sociétés le font. Ah ben, je sais pas. Moi, je le fais. L'idée générale que n'importe quel parent va se faire de la réussite scolaire ou non de son enfant, c'est est-ce qu'il fait des études ou pas. Moi, je pense que tant qu'il y aura cette idée en tête, cette idée bourgeoise qui date d'il y a une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, tant qu'un enfant qui a fait des études, c'est un enfant qui a réussi, ou alors il y a la passion de son métier qu'il fait parce que ça lui plaît, etc. Mais rien que un autre jeune, par exemple, qui va faire un bac pro, STI, machin, etc., et que ça le passionne, enfin ça va être très bien, et ben il aura toujours le regard de l'autre qui lui aura dit ah mais t'as pas fait bac plus 2, 3, 4, 5. Mais c'est là aussi on peut se poser la question de ce qu'ils apprennent entre guillemets dans leur formation. Parce que, une formation initiale, c'est lire, écrire, compter, et puis non, après un peu de théorie. Et après... Je parle de, par exemple, quelqu'un qui va sortir d'un BEP-CAP, par exemple, de vente ou de commerce. Il sait rien faire. Etc. Il ne sait pas faire plus que celui qui sort d'une école d'ingénieur ou une école de commerce. C'est là où il y a un problème, parce que normalement, l'employeur, quand il va prendre un jeune qui sort d'un BEP vente, il va partir du principe que le jeune, il a quand même une certaine notion de formation au niveau de la vente, que ce soit aux ventes complémentaires ou le sourire, l'accueil client. Et des fois, on a l'impression que quand on entre dans un magasin et qu'on va acheter quelque chose, et ben on dérange. C'est pas les plus diplômés qui évoluent ou qui réussissent forcément le mieux. Hein, c'est celui qui a envie. Il a envie. Et il ira peut-être pas forcément travailler ni chez vous ni chez moi. Hein, celui qui a vraiment les dents longues, il va monter son petit truc dans son coin et il déposera peut-être 2-3 fois le bilan dans sa vie, mais c'est pas grave, il va entreprendre. Ce que je reprocherais un petit peu à l'école, s'il y avait un reproche à lui faire aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils prennent trop tous la même voie scolaire. Et ça, c'est dommage. Oui. On parle que des garçons. Les garçons, encore, ils s'en sortent bien. S'ils sont un peu manuels, ils arriveront à trouver un travail. Mais quand moi, je vois que ça fait 20 ans qu'on oriente des jeunes filles dans le commerce, j'ai rien contre le commerce, hein, moi aussi, je fais partie du commerce, ou en comptabilité, ou en secrétariat, moi, ça me désole, quoi, parce que je me dis... Les universités qui sont encombrées de maîtrise de psychologie... Ouais, bon, une fois que vous avez une psy chez Ron Poulain, qu'une chez Renault, ça y est, vous avez fait le tour, quoi. Mais ils trouvent tous du boulot. Pas forcément en psychologie, mais du coup, ils ont acquis un certain nombre de compétences et de connaissances qui sont transférables et ils sont employables sur d'autres métiers. Moi, j'ai eu parfois des jeunes qui sont venus travailler, c'était juste un travail d'été, et les jeunes, finalement, elles sortaient d'un cursus scolaire qui était le bac, plus 2, machin. Là, elles étaient motivées par l'emploi que je leur proposais, et finalement, parfois, des jeunes qui n'ont rien comme bagage scolaire et qui, à la limite, devraient être contents. C'est méchant ce que je dis là. Ils devraient presque être contents d'avoir un emploi. Finalement, ils ne s'y impliquent pas.
Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable. Alors, est-ce qu'ils ont une vue sur ce genre de travail qui est vraiment négatif? Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas valorisés, ce que je comprends, mais qui m'explique pourquoi alors? Et des jeunes qui finalement, a priori, n'auraient pas besoin de travailler, hein, ils ont des parents qui ont largement les moyens de subvenir à leurs besoins. Eux, ils se donnent du mal pour arriver à quelque chose. Oui, parce qu'ils savent que leur avenir ne dépend pas de ce job d'été. Ce qu'il faut arriver à faire prendre conscience aux jeunes, justement, c'est que ça. Ils sont faits pour quelque chose. Ils ne savent pas encore quoi, mais il y aura forcément un métier ou une activité qui leur plaira un jour ou l'autre. Donc il faut non pas qu'ils essayent, il faut qu'ils fassent des choses différentes pour voir ce qui leur correspond le mieux. Je reste persuadé qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour savoir vendre. On peut, suivant les CAP, les BEP, les bacs pro, on acquiert le savoir-faire, on n'acquiert pas le savoir-être. Or, dans la vente, le savoir-être, c'est ce qu'il y a de plus important. Si j'ai quelqu'un devant moi qui n'est pas dynamique, qui n'est pas souriant, qui n'est pas agréable, même qui n'est pas bien fringué, je ne vais pas lui donner sa chance. Quand vous prenez du personnel, même des jeunes, est-ce qu'ils ont des diplômes de peintre ou de menuisier, ou est-ce que vous arrivez parfois à prendre des personnes qui sont totalement moi, sans expérience? Le diplôme, j'attache aucune importance. En principe, oui, ils ont tous un CAP au moins. Moi, le travail est fait, ça me va. Il n'est pas fait, ça ne me va pas. C'est pas plus bête que ça. En fait, ce que je voulais savoir, moi, c'est si on pouvait devenir peintre comme ça, quoi. Alors, j'en ai un, effectivement, qui a fait de la mécanique, qui a fait de la restauration, et puis aujourd'hui, il est peintre. Et c'est un peu un homme clé chez nous, parce que il n'est pas très bon peintre, mais il est peintre quand même. Il n'est pas très bon plâtrier, mais il est plâtrier quand même. Et puis, c'est le plus dégourdi de la bande. Donc, en fin de compte, il est responsable des livraisons. Il va chez les fournisseurs chercher quand il manque quelque chose. Et il fait toutes les retouches sur les chantiers. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement autonome. Il n'a pas les diplômes du métier, mais il y a un poste qui s'est créé exprès pour lui, j'allais dire. Non, mais moi, ce que vous dites là, je trouve ça génial. Je suis bien contente que vous le disiez. C'est justement je voulais juste savoir si aujourd'hui, on pouvait valoriser justement ces métiers-là, au lieu justement de vouloir faire des cols blancs à tout prix, et que n'importe qui pouvait finalement rentrer dans une profession qui est noble, quoi. C'est l'école du terrain. Après, il y a des formations de base. Un bon menuisier, il faut compter 15 ans. Un bon peintre, il faut compter une dizaine d'années aussi. Plâtrier, bon, c'est des métiers qui, pour être bon, hein, j'entends, nécessitent quand même un long apprentissage. Ce qui fait la force des PME, c'est leur adaptabilité, leur réactivité. Bon, on a un problème, on cherche la solution. Moi, mon problème, il n'est pas plus évident que le vôtre. Moi, j'ai des pénuries de compétences. Aller trouver un menuisier qui sait bosser, aller trouver un peintre qui sait bosser. Menuisier, j'arrive à trouver encore. Et puis, à chaque chose, malheur est bon. Je n'ai que 45 ans. La moyenne d'âge des menuisiers est entre 55 et 60. Donc, il y a un nombre considérable d'entreprises qui vont fermer leurs portes dans les années qui viennent, ce qui veut dire que ces salariés vont se retrouver sur le marché du travail. Si j'ai bien compris, finalement, on va être en pénurie de peintres et de menuisiers dans très peu de temps. C'est déjà fait, mais si vous voulez, bon, la nature ayant horreur du vide, avant, un bon plâtrier ou un bon peintre ou un bon menuisier maîtrisait de A à Z. Il savait tracer, il savait calculer ses débits, etc. Aujourd'hui, on est hyper spécialisé. Pour faire une cloison comme ça, vous avez un gars qui sait tracer, qui va vous dessiner le plan, qui va vous implanter l'ossature acier. Vous en avez un qui va venir, un bestiau, qui va vous visser les plaques de plâtre. Donc, il porte des plaques de BA13 à longueur de journée. Et puis derrière, vous en avez un qui va venir pour faire le joint calicot. Hein, donc des artistes aussi qui prennent des bouts de toile, qui trempent ça dans le plat, ils les jettent contre le mur, pouf, ça tombe pile. Bon. C'est beau à voir. Et ils font ça à longueur de journée. Et ils vous tombent des centaines de mètres carrés par jour. Mais ces gars-là, ça gagne 25-30 000 balles par mois, net. Le savent, les jeunes. Mais non, ils ne le savent pas. Mais s'ils le savent, ça. Et du coup, quand ils commencent un boulot, eh ben, ils veulent gagner 25 000 balles, 30 000 balles net. Maintenant, les gens, quand ils viennent chercher du boulot, ils viennent chercher du boulot et tout ce qu'il y a avec. J'ai fait passer un entretien ce matin à une jeune femme qui s'est présentée donc
jusqu'à mon magasin. On en a discuté un petit peu et elle me demande ça serait pour commencer quand. J'ai dit, ben, là j'ai une autre personne qui va être mutée, donc ça serait pour commencer vers la mi-mai. Elle me dit aucun souci, je suis prête. Et là-dessus elle me demande mais pour les congés c'est en juillet ou c'est en août? Alors, je dis c'est pas de congé du tout. Ils ont commencé à parler de tout sans avoir commencé à travailler une seconde. Et effectivement, c'est vrai que c'est frustrant d'entendre quelqu'un qui va savoir si on prend des congés ou pas, alors qu'on sait même, d'abord on est toujours qu'à l'entretien, et on sait même pas si la personne elle travaille bien ou pas bien. Mais là, j'allais dire, c'est de la maladresse de la part de candidats qui voient pas qui ne mesurent pas l'importance de leurs propos. Ils bossent, ils sont payés, ils rapportent à l'entreprise. Ils bossent pas, ils sont pas payés. Ils coûtent rien à l'entreprise. Vous avez un salarié qui vous envoie un courrier, qui vous dit voilà, je prends 3-4 semaines de congé sans solde. Vous en avez un second qui fait la même chose, puis un troisième qui fait la même chose, puisque le bouche à oreille dans ces cas-là. Mais j'ai la chance de travailler avec des gens qui m'aiment bien, et puis ils me demandent tous, s'il vous plaît, avant. Ils viennent même quand ils sont malades. Quand ils se coupent le doigt, ils se mettent un gros truc comme ça, mais ils continuent leur chantier. Donc, je sais pas. Je travaille avec j'ai pas de soucis. Exactement. J'ai pas ce problème. Je travaille avec des personnes exactement comme les autres. Mais c'est simple, ce que je dis, c'est simplement depuis 2 ans, 3 ans, je n'arrive plus à retrouver le même type de personne. Est-ce que vous n'avez pas mis des critères trop sélectifs? Vous faites déjà un premier critère sur le CV, il faut que le CV vous plaise. On a vraiment le sentiment que le candidat doit vous séduire et que vous offrez. Mais moi, je suis dans la position inverse. C'est moi qui dois séduire mes candidats, mes employés. C'est deux secteurs totalement différents. Et le problème que vous rencontrez aujourd'hui, interrogez-vous, je ne sais pas, mais est-ce que c'est pas un problème si vous continuez à avoir cette attitude de dire il faut que l'employé me séduise? Est-ce que c'est pas ça qui fait que maintenant vous n'avez plus de vivier? Et est-ce que dans 5 ans, vous ne serez pas dans un grave problème de recrutement et de pouvoir, vous aurez peut-être plus de CV du tout? Quand on a vraiment besoin de personnel, finalement, quand c'est un secteur qui est porteur, on peut faire plaisir aux gens comme le vôtre actuellement. L'industrie est porteur. On a besoin, vous l'avez dit vous-même, il y a une grosse pénurie au niveau des compétences et en plus les personnes sont demandeuses aujourd'hui il y a énormément de personnes qui demandent des habitats neufs, on a besoin d'un plombier, on a 3 semaines pour il y a 3 semaines de délai pour qu'ils viennent jusqu'à chez nous. C'est un secteur qui est porteur pour moi aujourd'hui si je fais de la réflexion là-dessus. Par contre nous dans la restauration, si je reviens à mon boulot à moi, c'est un travail qui devient de plus en plus difficile parce que les gens en fait ils ont de moins en moins d'argent et finalement c'est un secteur dont on se passe. J'étais dans les métiers de la vente et il y avait des boîtes, je me souviens plus lesquelles, mais qui passaient des annonces dans l'Express toutes les semaines pour se constituer un fichier ou je sais pas trop quoi. Mais vous pouviez leur envoyer 4 CV par an, 4 candidatures par an. Ils ne vous répondaient jamais. Ou des cabinets de recrutement. Vous répondez pendant 1 an, 2 ans, puis après ces mecs-là, mais vous répondez même plus. Parce que vous n'avez pas de réponse. C'est incorrect au possible. Vous n'avez jamais un entretien. Vous dites, mais c'est quoi? Ils passent par de la presse institutionnelle pour faire croire qu'ils sont en bonne santé, ou est-ce qu'ils ont un véritable besoin de recrutement? En fait, j'avais une question qui nous concerne tous au moment du recrutement, qui est celui du contrôle de référence. J'aime bien avoir une relation claire avec le salarié ou le futur salarié, et c'est vrai que je ne sais pas bien comment faire avec ça. Ça me semble... Sur un des CV que j'avais, j'ai téléphoné à la dernière entreprise, on m'a dit mais non, on ne la connaît pas cette personne, et je me suis retrouvée toute bête avec ça en me disant mince, il y a peut-être une raison toute bête et voilà. C'est légal si on a l'accord de la personne. Moi j'ai plusieurs catégories d'employés. Donc j'ai des peintres qui sont rares à trouver et qui restent assez longtemps et qui viennent par le bouche-oreille. J'ai des menuisiers dont j'arrive à combler, moi, avec de l'intérim,
Parce qu'il y a des sociétés d'intérim qui sont hyper spécialisées dans les métiers de la menuiserie. Peinture, difficile. Des peintres, il y en a plein. J'ai repeint la cuisine à Mémé, je suis peintre. Mais bon, sur un chantier, ça ne fait pas l'affaire, quoi. Hein? Alors là, c'est plus dur. J'ai un gars en qui j'ai totalement confiance, même si je me suis posé des questions. Effectivement, j'ai été tenté de faire un contrôle de référence, et puis je me suis dit, après tout, ce qu'il a fait avant, il l'a fait. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'il va me faire pour moi. C'est difficile, c'est difficile. Je suis d'un naturel confiant et à ce jour, je ne le regrette pas. On a l'impression que y a plus de difficultés à faire un contrôle de référence que de licencier quelqu'un. Parce que c'est vrai, on ne connaît pas la personne, on se base sur rien et on ne va pas faire confiance à la personne. Mais en même temps, on ne fait que contrôler que la référence qu'il a mise dans son CV est exacte. Avec l'expérience, par exemple, on voit la personne, elle va mettre j'ai travaillé 6 mois là-bas. Alors, on lui dit, ça vous dérange pas si je fais un contrôle de référence? Et quand on fait le contrôle de référence, ah oui, mais monsieur X, il a travaillé effectivement 6 mois. Ou alors, ah non, mais c'était pas 6 mois, il a travaillé un jour ou deux par là pendant 6 mois. Parce qu'avec l'intérim, c'est vrai qu'on est amené à pouvoir mettre juillet, magasin Léa, la Givor. Alors en fait, il fait une journée. C'est vrai que quand on a des engagements importants à prendre, un contrôle de référence, et c'est souvent, peut être utile, et on en apprend souvent beaucoup. Parce que soit la personne, effectivement, ils s'en souviennent pas du tout. Alors le problème avec l'intérim, c'est souvent, c'est un intérimaire. Alors là, moi, il y a des entreprises qui vont lister tous leurs intérimaires et garder des informations classiques, et légales. Et il y a d'autres entreprises qui, comme ce sont des intérimaires et ne font pas partie de leurs employés, aucune info. Donc la personne, elle peut avoir travaillé 1 an là-bas, à part l'existence d'un badge, il n'y a rien. Par contre, après, des fois, on peut avoir des surprises agréables, très bien. Ah, formidable, bah oui, il est parti parce que non, c'est lui qui a démissionné, je ne l'ai pas licencié parce que ça faisait trop loin de chez lui, ou sa femme a eu un enfant. Ou on apprend des choses qui sont rassurantes pour nous, et là, on se sent obligé. Si le contrôle de référence est positif, on se dit, bon, j'ai presque douté de lui alors que j'aurais dû avoir confiance en lui. Il faudrait par exemple que les jeunes aient plus le loisir, avant d'arriver sur le marché du travail, de le connaître, et que ce ne soit pas forcément des formateurs ou des professeurs, ou en tout cas des membres qui ne font pas partie du marché du travail, qui puissent dispenser ces informations, des cours ou répondre aux questions tout simplement. Donc des professionnels, des chefs d'entreprise, des responsables de recrutement, des employeurs tout simplement, etc. Et au libre jeu des questions-réponses. C'est le rôle de l'école de préparer les jeunes, pas forcément aux spécificités du marché du travail, mais il y a le CIO, il y a l'orientation, ça se fait à différentes étapes. Maintenant, il y a même les stages en entreprise. L'école n'a pas à enseigner comment chercher du travail. On a vu déjà que les besoins et les modes de recrutement sont différents d'une entreprise à l'autre. C'est de la responsabilité individuelle. Je suis désolé, chaque individu qui rentre dans la vie doit trouver son propre chemin. Aujourd'hui, il a la chance, les jeunes ont la chance d'avoir des organismes qui s'occupent d'eux, qui leur mettent qui leur font faire des entretiens, qui mettent à leur disposition des outils Internet, qui valident des CV, qui les prennent en charge, voire psychologiquement dans certains cas. Je crois que tout est fait en place, tout est mis en place pour aider les jeunes. Il y a une partie de la culture d'entreprise qui ne s'apprend pas à l'école. Par exemple, moi j'ai eu des gens qui sont venus chez moi, qui vont dépanner des clients et qui essaient de faire ça vite et puis de raconter n'importe quoi aux clients. Je dis non, chez nous, il faut qu'on les ait dans la durée sur 10 ans, ces clients, ou sur 20 ans. Donc le client, il faut qu'il soit très satisfait, que tu passes 1 heure de plus, c'est pas gênant, mais il faut qu'il soit là l'année prochaine et l'année d'après, parce que c'est comme ça qu'on assure la croissance de l'entreprise et son évolution. Et ça, certains pensent ça, certains ont d'autres façons de faire le travail. Donc c'est des cultures qui sont très spécifiques. Et ça, je crois que c'est à chacun, aux responsables de l'entreprise, de donner la culture de l'entreprise et de la donner tous les jours ou régulièrement. Moi, j'apporte la culture de mon entreprise. Par contre, j'ai de plus en plus, et ça j'aimerais bien qu'on me l'explique, j'ai de plus en plus en face de moi des jeunes qui ne sont pas réceptifs à ce que je dis, parce que les loisirs sont prioritaires, parce que travailler le samedi, c'est difficile. Vous êtes dans la logique un peu grande bouffe, passez-moi l'expression, grande distribution. Ouais. Bon,
c'est pas lui, on en trouvera bien toujours un autre. Et puis on fait des CDD à rallonge. Bon, on est limite avec la légalité, mais c'est pas grave. On ne peut pas faire de CDD parce qu'un CDD coûte très cher. Donc, si l'on ne pouvait avoir que des vous voulez CDI, pas faire de CDD, vous pouvez pas faire de CDI, vous voulez pas faire d'intérim, tout coûte cher. Ben oui, mais le code du travail, maintenant, on l'applique ou on ne l'applique pas. Ah oui, non, des CDI, j'en cherche. Mais je n'en trouve pas. C'est le même problème que dans la restauration, c'est arriver à rendre attractif le métier. Alors, bon, des enseignes type Carrefour sont arrivées à rendre attractif leur métier par des plans de participation des actionnariats. Bon, ils ont fait des efforts pour que leur personnel soit considéré, rémunéré et un certain nombre d'avantages. Bon, ils sont leaders, ou deuxième leader mondial derrière Walmart. Des jeunes qui viennent me voir, c'est des jeunes qui viennent justement des gros groupes. Là, je suis d'accord avec vous, il y a vraiment un problème. Ils ont de l'argent, ils devraient pouvoir les former et les rémunérer dans des meilleures conditions. Là, je suis d'accord avec vous. Nous, on est des petites structures. Quand on est tout petit, les gens, quand ils viennent nous voir, ils savent très bien que de toute manière, c'est petit. Donc, si on veut survivre l'un et l'autre, on est obligé de mettre la main à la pâte l'un et l'autre. C'est comme si vous travailliez juste avec un seul employé. Vous êtes employeur d'une personne. Si vous êtes employeur d'une personne, vous attendez de l'autre personne qu'elle vous soutienne, qu'elle vous tienne la main, quoi. C'est-à-dire on va un petit peu dans le même sens. J'attends pas qu'on me tienne la main. Mais moi non plus, j'attends pas qu'on me tienne la main. Ni je suis là pour tenir la main de mes employés ou des personnes qui travaillent avec moi. Ce ne sont pas mes employés. Bah si, on mène quand même de front quelque chose ensemble. Parce que quand on travaille à deux, la rémunération de chacun dépend en fait de l'autre. Les jeunes, en fait, quand ils vont chercher du travail, ils vont à un moment ou un autre passer par ce compresseur du recrutement qui est le grand groupe. Et ils vont ressortir. Le grand groupe recrute peu de gens, recrute à des niveaux bac plus 4, bac plus 5, oui, mais c'est pas passe par le biais de l'intérim ou des cabinets de conseillers en recrutement ou par leurs ressources humaines. Le gros de l'emploi, il est dans le commerce de proximité, dans l'artisanat, dans... D'accord, il est là le gros de l'emploi. Quand Carrefour fait un recrutement pour 2 places, il a 2000 demandes. Bien sûr, un leader mondial qui offre des avantages sociaux. Oui, mais il y a 1998 jeunes qui passent par le recrutement Carrefour et qui en sont exclus et qui ne marchent pas. Bah oui. Donc c'est pas parce que je suis pas en train de dire que c'est pas la grande distribution qui emploie le plus, mais c'est eux qui brassent le plus de demandes, et c'est autant de personnes qui se retrouvent en échec. Ils sont organisés pour savoir sélectionner. Tout à fait, et c'est une vraie politique qui est mise en place pour. Et dans les ministères, les politiques de recrutement font de la concurrence maintenant aux grands groupes. Parce qu'il y a une chasse aux élites et aux... Je suis d'accord avec vous. Et en plus, vous avez dit quelque chose qui était vrai, c'est que dans les grandes distributions, dans les grands groupes, il y a des acquis sociaux. Nous, en tant que petits, on ne peut pas leur donner. Ça, c'est clair. Hein. On se retrouve avec un marché du travail global, composé de plein de petits marchés du travail, mais qui est dominé par des recrutements qui vont être standardisés et qui vont générer à la fois du personnel, qui vont générer un certain nombre de main-d'œuvre, etc. Le McDo, il fait tourner ses étudiants. Mais il y en aura toujours qui viendront parce qu'ils savent que c'est temporaire. Et, c'est des professionnels qui sont sur le marché du travail et qui aspirent le marché du travail selon leurs convenances. Et les jeunes qui se retrouvent, par exemple, dans votre cas, c'est les jeunes qui sont en échec par rapport à ce recrutement qui a été pré-mâché. Et qui amène à bien montrer que le marché du travail, maintenant, il est encore plus normé. 80% des emplois sont des emplois cachés, qui vont se chercher à travers le réseau. Et il y a 20% des emplois qui sont des emplois affichés, que l'on trouve sur Internet et par les petites annonces. Il faut aller chercher par une autre façon. Donc, il faut aller chez monsieur, dire voilà... vous avez un beau magasin, vous avez fait un effort sur la décoration, je vois que vous faites une campagne, est-ce que je peux rencontrer monsieur le directeur? Bonjour monsieur le directeur, vous appelez comment? Moi c'est machin, je vous laisse mon CV, si un jour vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas à me rappeler, puis 2 mois après vous allez acheter les chaussures chez monsieur, puis vous dites tiens je passais, j'ai acheté mes chaussures chez vous, je venais vous dire un petit bonjour, vous n'avez pas une place qui se libère? Et puis après aller voir madame en disant toc toc, vous n'avez pas besoin d'un serveur? Et là vous trouvez du boulot. Cette vie. Pourquoi personne ne le fait? Ça. Alors j'attends que vous me disiez, c'est à qui? Mais c'est à chaque individu. Quand il a besoin d'aller bouffer, il prend son bateau de pèlerin, il tire les sonnettes. On se retrouve à recevoir des gens et
ils nous rappellent au bout d'une semaine ou deux en disant où en est ma candidature. Et on leur dit, ben non, on a pris quelqu'un d'autre. Ah bon, et pourquoi? Et c'est difficile de dire, vous savez, je vous ai vu, je ne vous sentais pas là-dessus. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui avait plus d'expérience. Et je le sais parce que je discute avec des jeunes, ils disent, on ne trouve pas de boulot parce que les patrons demandent toujours de l'expérience. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui se dit facilement sans blesser personne. La raison de l'expérience, c'est vrai, parce que quelqu'un qui a déjà, par exemple, vendu dans un magasin, on sait qu'il sait aussi à quoi s'attendre. Alors que quelqu'un qui a fait un BEP secrétariat et qui se dit « je suis mignonne, la fille, hop, je vais aller dans la vente », mais elle dit pas forcément bonjour à tous les clients avec un sourire charmeur. Elle lui fait pas des propositions, par exemple. Elle essaie de lui faire amener sa réflexion sur la couleur, sur la taille, etc. Puis vous avez vu, l'écharpe, elle a sorti. Les tensions économiques que les entreprises subissent se répercutent sur le marché du travail. La première chose que le jeune attend, c'est peut-être pas forcément du boulot dans l'absolu, la question n'est pas là, mais aussi simplement de la considération, du respect, qui il est et qu'est-ce qu'il attend, etc. Donc ça veut dire aussi lui dire aussi à l'entretien, bah voilà, vous correspondez pas au poste, et c'est pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience, mais c'est parce que par exemple, je sais pas, ça peut être plein de choses, vous n'avez pas de voiture. Et avant il fallait peut-être faire 40 demandes pour avoir un travail, maintenant il faut augmenter, et ils sont dans une situation d'échec, qui vont cumuler. Et les missions locales, les ANPE comme ça, elles ont de plus en plus de jeunes à traiter, donc ça prouve bien qu'il y a une faillite du système. Et la problématique, c'est que le marché du travail va être de plus en plus dur, que ce soit d'ailleurs pour les jeunes, les moins jeunes, etc. Et je crois qu'il faut avoir bien conscience de tout ça, c'est que les difficultés auxquelles les jeunes auxquelles ils sont rencontrés maintenant, avant on les avait peut-être que lorsqu'on était que jeunes, et maintenant on va les rencontrer plus on avance dans la vie et plus on avance. Le problème, croyez bien que ce n'est pas le problème des jeunes, c'est le problème des entreprises dans les 10 ans qui viennent. Parce que toutes les compétences foutent le camp. Et ceux qui restent ne veulent pas bosser. Donc le problème, c'est un problème des employeurs. Ce n'est pas un problème des employés ou des futurs employés. Pourquoi ils ne veulent pas bosser ? Parce que le moindre gamin aujourd'hui qui a 16 ans dit j'arrête l'école, mais je vais faire de la restauration, n'importe quoi. Puis je vais m'engager, tiens, je vais faire 2 ans à l'armée pour voir ce qui se passe, ou faire une mission humanitaire, machin. Pour rien, pour pousser les chariots, il va revenir avec une expérience, et puis il aura quitté l'école à 16 ans, il reviendra à 20 ans avec 4 ans d'expérience, dont peut-être 2 ans à l'export, mais celui qui veut se débrouiller, et il sera employable tout de suite. Mais le drame, c'est qu'on rentre, drame pour nous, entrepreneurs, c'est qu'on rentre dans des classes creuses, et que dans 5 ans, on va aller faire la sortie des lycées pour dire venez travailler. Et puis vous voulez combien ? 1500, 2000 euros. Mais tenez, on vous les donne. Parce que les gens qui travaillent rapportent aux entreprises. Ils ne coûtent pas. Je ne connais pas d'entreprise dont les salariés coûtent.